Le parking 118. Écrit et compté par Rafadam. Je ne sais pas si c'est à cause du saut dans le temps ou si ce fut à cause de notre étonnement, mais nous n'avons pas tout de suite ressenti le froid intense dans nos os. Ils n'osaient pas avancer et se contentaient de pointer leurs lances vers nous. Bien sûr, nous n'osions pas bouger, mais vint un moment où nous nous sommes mis à trembler. Derrière eux, l'entrée de la caverne, je pouvais voir la lumière d'un feu onduler sur les parois. Elisa a fait alors un geste qui se voulait pacifique. Elle désignait la caverne en s'inclinant légèrement. Les hommes de Cro-Magnon se sont lancés des regards, ils murmurèrent des sons articulés, mais leur sens restait hermétique. J'ai alors fait un geste, moi aussi. J'ai porté ma main à ma bouche pour leur faire comprendre qu'on avait faim. Cela faisait des semaines que nous mangions peu et mal. Henri ne disait rien. Il tremblait de tout son corps. Je sentais leur réticence à nous laisser entrer. Mais le chef, celui du milieu, était curieux. Il n'avait de cesse d'observer notre accoutrement. Et nos traits, moins simiesques que les leurs, ainsi que notre pilosité, dérisoire et somme toute inadaptée au climat de l'époque. Contre toute attente, il nous a fait signe de le suivre. Nous ne nous sommes pas fait prier pour entrer. Ils gardaient leurs lances près d'eux, bien sûr, et nous regardèrent nous amasser près du feu, si près qu'on se brûlait légèrement la peau. Au fond de la grotte, il y avait 2 femmes et 2 enfants emmitouflés dans d'épaisses peaux d'animaux. Leur regard était plein d'incompréhension, de peur et d'émerveillement. Que voyaient-ils en nous? Des dieux? Une nouvelle espèce? À vrai dire, je ne pensais qu'à nous réchauffer et trouver un moyen de sortir de ce mauvais rêve. On est resté un long moment à nous regarder les uns les autres en silence. Puis le chef est allé chercher des pots entreposés dans un coin. Avec la chaleur du feu, nos sens se sont aiguisés à nouveau et j'ai échangé quelques regards complices avec Henri et Elisa. Ça schlingue, on est d'accord? Oui, a dit Elisa. L'odeur est épouvantable. Le chef s'est approché de nous avec appréhension. Il tenait toujours son épieu. Il a déposé 3 pots et a reculé. Je lui ai souri en guise de remerciement. Il a souri et j'ai eu un profond sentiment de dégoût en voyant sa dentition. J'ai baissé les yeux au sol et le goût de vomi est passé peu à peu. Après quoi, j'ai distribué les pots. Elles sentaient fort, mais l'odeur était supportable. L'une des pots, enroulée, contenait des chaussons fourrés à la laine. Nous les avons enfilés. J'ai senti une certaine émotion dans les rangs de nos amphitryon préhistoriques. Ils ont murmuré entre eux et j'ai eu l'impression que notre nouveau look les rassurait en un sens. Qu'ainsi vêtus, nous étions pas si différents et peut-être dignes de confiance. Soudain, on a entendu un grognement au loin. Ça venait de l'extérieur de la grotte. J'ai regardé, mais je n'ai vu que des flocons fins tomber sur la roche recouverte de lichen et de mousse. Et la nuit qui commençait à tomber. L'une des femmes a commencé à battre le silex pour allumer un autre feu. Pendant ce temps, l'autre femme, aidée de l'un de ses enfants, dépeçait ce qui semblait être un renne. Mais ils s'arrêtaient pour nous regarder. Leur esprit devait être en proie à 1000 questions. Elisa s'est levée. Elle avait toujours les dossiers du physicien, Niel. Elle s'est approchée lentement des femmes. L'un des hommes a saisi une sagaie terminée par une pointe en os. Elisa s'est arrêtée. Puis elle a déposé lentement le dossier au sol avant de revenir près de nous. « Vous espérez peut-être qu'il nous éclaire sur le ferromagnétisme quantique ?» a dit Henri, à demi amusé par la situation. « Ne soyez pas idiots, ça les aidera à allumer le feu. » Et sur ces mots, Elisa a pris l'autre pile de dossiers, celle qu'Henri portait avec lui lors du saut temporel, et elle a mis l'une des feuilles au feu. La petite famille l'a regardé faire. Ils ont compris. Ils ont regardé ce qu'ils pensaient être de simples dessins, puis tout ça est parti au feu. Vous allez gagner leur faveur, ai-je dit à Elisa. Vous devriez réfléchir à un moyen de revenir, m'a-t-elle dit d'un ton sec. Alors, j'ai réfléchi, le regard perdu dans le feu. J'avais pu faire un bond temporel de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60, ce qui voulait dire que j'étais capable d'aller dans le futur. J'avais aussi pu le faire alors que ma grand-mère, lycéenne à l'époque, n'avait pas encore été touchée par le fût. Autrement dit, alors qu'elle n'avait pas encore ce don prodigieux. Et pourtant, j'avais dû attendre l'accident du LPQA pour effectuer un deuxième saut, plus puissant encore, puisque nous avions atterri à l'âge de pierre.
Quelque chose dans mes gènes devait expliquer cette faculté à voyager dans le temps. Mais comme le mentionnait mon grand-père, le parking 118, du moins l'équivalent temporel, les toilettes d'un lycée de fin 44 en l'occurrence, n'en restait pas moins un tremplin. Tout ça restait confus, voire incohérent. Je comprenais seulement que j'étais capable d'ouvrir un passage spatio-temporel quand j'étais assez près du parking 118. La question était donc de savoir où se trouvait le parking 118 désormais, à cette époque. Serait-ce une clairière dans la steppe? Un grand arbre? Cette même grotte? Oh, j'ai regardé la grotte en quête de réponse, puis j'ai regardé au loin, la haute montagne. Une lumière bleutée semblait l'envelopper. Je l'ai regardé intensément et j'ai eu une idée aussi saugrenue qu'enthousiasmante. Et si l'accident du LPQA n'avait servi qu'à modifier l'ADN de ma grand-mère et de ses descendants, à nous transmettre le don d'activer les passages temporels, comme une clé qui ouvrirait une porte. Le don était la clé, et la montagne au loin, la porte. J'ai observé un peu plus le rayonnement étrange qui enveloppait la montagne. Henri m'a dit quelque chose, mais je n'écoutais pas. Puis j'ai détourné mon regard pour observer des peintures pariétales. Au mur, des représentations de bisons musqués, de mammouths et de rhinocéros laineux, puis des lions des cavernes et des chevaux. Et en petit, comme pour donner une perspective, une montagne dessinée au charbon de bois. En son centre, ils avaient dessiné un rond et des rayons qui s'en échappaient. La montagne, pensais-je, elle contient quelque chose. Quelque chose qui a causé toutes mes mésaventures. Mais c'est peut-être aussi la porte qui nous ramènera chez nous. Il faut qu'on aille dans la montagne. Et je dis à Elisa et Henri, si on rejoint la montagne, on pourra rentrer chez nous. Ils n'ont rien dit. Sans doute car j'avais l'air le plus sérieux du monde. Peu à peu, tout le monde s'est endormi près du feu. Mais au beau milieu de la nuit, on a été réveillé par un enfant qui toussait. Je me suis redressé et j'en ai profité pour remettre du bois au feu. L'une des mères toussait aussi. Puis plus rien. Le silence est revenu et je me suis endormi jusqu'au petit matin. À l'aube, Elisa m'a secoué. « Viens voir », m'a-t-elle dit. Je me suis essuyé les yeux et me suis levé en faisant craquer mon dos. Dormir sur la pierre, même avec une peau de mammouth, c'est pas confortable. Henri était debout, dans le fond de la caverne. Il a relevé la tête et a dit « Ils sont morts pendant la nuit. »« Quoi ?» m'exclamai-je avant de le rejoindre. Pendant un instant, j'ai cru qu'il dormait encore. Puis j'ai pris le pouls de l'un des enfants. Il ne respirait plus. Sa peau était blême, son front encore tiède et perlé de sueur. Je me suis relevé et j'ai regardé mes acolytes. Elisa fronçait les sourcils en proie à une grande tristesse. Henri baissait les yeux au sol. On le sentait coupable. Alors j'ai réalisé que nous leur avions transmis la grippe ou un virus du genre. Un virus fulgurant qui les avait terrassés en une nuit. Je suis allé m'asseoir sur l'un des rochers et je me suis mis à pleurer. « Nous devons les enterrer », a dit Henri après un long silence de recueillement. « Il y a une salle funéraire dans le fond de la grotte. » Je suis resté muet. Je les ai d'abord laissés faire. Ils ont pris un premier enfant et j'ai fini par les rejoindre. Ils avaient creusé un peu l'argile pour enterrer le corps à quelques centimètres de profondeur. Ils le recouvraient désormais de pierre. Je les ai aidés à ramener le corps de sa mère. Nous avions presque recouvert son corps quand j'ai entendu un ricanement. « Vous avez entendu ?» a murmuré Elisa. « Oui. » Et je dis, « Ça vient de l'entrée de la grotte. » Puis on a entendu des bruits qu'on aurait aimé ne pas entendre. Henri et Elisa écarquillaient les yeux. Je me suis relevé lentement pour passer une tête derrière la roche. À une vingtaine de mètres, 2 hyènes des cavernes étaient en train de manger les carcasses des hommes. 2 autres hyènes sont entrées et se sont joints au festin. Le feu était en train de s'éteindre et naturellement, les pieux et saguets n'étaient pas à portée de main. L'une des hyènes a commencé à humer l'air, comme si elle avait senti une autre odeur que celle des cadavres, comme si elle avait décelé notre présence. Je suis revenu et j'ai dit le cœur haletant. « Des hyènes ?»« Des hyènes ?» a dit Téno. « Comment c'est possible ? Je sais pas. » Et je dis agacé. « Allez leur demander ce qu'elles font là ?» Quand j'y repense, je me demande comment j'ai pu faire de l'humour dans un moment aussi critique. Mystère de l'humanité. J'allais ajouter quelque chose quand on a entendu un grognement derrière moi. Je me suis retourné lentement. Une hyène était entrée dans la salle funéraire.
Je me suis retourné et j'ai saisi l'une des grosses pierres du cercueil. Théno et Elisa ont fait de même et nous nous sommes redressés légèrement. Soudain, Théno a poussé un hurlement qui a failli arrêter mon cœur. Puis il a lancé la pierre sur la hyène. La pierre a percuté l'une de ses pattes et elle a reculé en émettant un petit cri de douleur. Henri a alors pris 2 autres pierres et il s'est avancé pour les jeter avec frénésie. La hyène a battu en retraite pour rejoindre sa meute. À son tour, Elisa a jeté des pierres et je me suis joint à eux. Nous prenions des pierres et nous les jetions sur les hyènes dans l'autre salle. Elles ont commencé à reculer, mais l'une d'elles, plus téméraire, essayait d'emporter un bout de chair. Henri prenait les devants. « Henri, reste en ligne !» ai-je crié. Mais il était pris d'une telle rage qu'il n'hésitait pas à s'avancer, jusqu'à n'être qu'à 2 ou 3 mètres des hyènes. « Henri !» disait Elisa. « T'approches pas autant !» Il a jeté une énième pierre, puis il s'est dirigé vers les lances et les saguets appuyés contre le mur. Il nous en a jeté 3, et l'une des hyènes en a profité pour se jeter sur lui. Il a poussé un hurlement sous l'effet des crocs dans son bras. J'ai saisi l'un des épieux, et je suis allé le planter dans le flanc de la hyène. L'animal a lâché momentanément le bras d'Henri, mais elle a ouvert sa gueule en grand pour le mordre au visage. Henri a essayé d'esquiver, et la hyène l'a mordu au cou. J'ai vu du sang gicler sur le rocher, puis j'ai entendu des bruits de craquement. Théno n'a plus bougé. Je regardais la scène du coin de l'œil, impuissant. J'ai aidé Elisa à jeter des pierres d'une main, tout en brandissant une lance de l'autre pour tenir le reste de la meute à distance. Elisa s'est avancée jusqu'au feu pour y remettre du bois et des pommes de pin. Le feu s'est ravivé, dissuadant un peu plus le clan des hyènes. Puis Elisa a lancé la sagaie sur l'une d'elles. La lance s'est plantée dans l'une de ses pattes et elle a reculé en boitant. Je suis entré dans une forme de rage moi aussi. J'ai pris les quelques pierres qu'il y avait là pour les jeter sur les autres. Privées de leur leader, elles ont fini par s'éloigner. « Henri !» a crié Elisa. Elle a voulu s'approcher, mais je l'ai retenue. La hyène respirait encore, malgré le pieu que j'avais planté profondément dans son flanc. Elle avait refermé sa puissante mâchoire dans la jugulaire d'Henri. J'ai pris une autre lance et je me suis approché lentement. Elle m'observait du coin de l'œil. Et je suis allé derrière elle pour sortir de son champ de vision et j'ai planté la lance dans sa chair de toutes mes forces. Elle a poussé un dernier râle, sans pour autant lâcher prise. Et nous avons attendu, jusqu'à ce que la mâchoire se détende sous l'effet de la mort. Avec un bout de bois, Elisa et moi avons fait levier pour dégager Henri de la gueule. Le sang imbibait la peau que portait Théno. Il était mort presque sur le coup. Elisa est allée vomir près d'une roche. Moi, je regardais hébété le spectacle de la mort violente. De cette hyène des cavernes, étendue près d'un homme que j'avais indirectement tué. Elisa fut la seule raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé dans les jours qui suivirent. Je devais la faire revenir coûte que coûte. La ramener près de sa fille, je le lui devais. Après quoi, j'irai me pendre. Et si je n'en ai pas le courage, j'irai me rendre. J'irai tout raconter à la police. Ils ne me croiront pas, feront d'autres recherches pour trouver Henri Théno, finirai peut-être par m'enfermer à l'asile. Ce serait ma sentence. Mon Dieu, pensais-je. Henri Théno est mort par ma faute. Elisa est revenue près de moi. Elle m'a enlacé et s'est mise à sangloter. Je restais de marbre, le regard vide. « Il faut enterrer Henri », a-t-elle fini par dire. Je l'ai regardé dans le fond des yeux et je lui ai demandé pardon en pleurant toutes les larmes de mon corps. J'étais un meurtrier malgré moi, aussi dangereux que pathétique. « Ce n'est pas votre faute », a-t-elle ajouté. « Tout ceci vous dépasse. Il faut enterrer Henri et partir. Les hyènes vont revenir. » Ces paroles m'ont aidé. Nous avons enterré Henri au fond de la grotte avec ses femmes et ses hommes d'un autre âge. Nous les avons tous enterrés. Nous avons fait un feu immense à l'entrée de la grotte. Une sorte de barrière de protection pour la nuit. J'ai découpé des bouts de la hyène pour les faire cuire. J'ai jeté le reste du cadavre par-delà les rochers et Lisa m'a aidé. Elle ne me quittait plus d'une semelle. La mort d'Henri avait de quoi nous traumatiser l'un l'autre. Elle comptait sur moi autant que je comptais sur elle. J'étais sa porte de sortie et elle était désormais ma raison de vivre. La seule qui m'empêchait d'aller me jeter du haut de la falaise. La viande de l'animal nous a fait un peu de bien. Elisa a mis les dernières bûches dans le feu et nous nous sommes assoupis, le cœur lourd et triste.
Dès les premières lueurs du jour, j'ai fait réchauffer quelques bouts de viande cuite la veille, puis nous n'avons pas traîné. Nous avons enfilé le plus de peaux de bête possible et emporté tout ce qui pourrait être utile. 2 saguets, 2 épieux, des silex, quelques bouts de pierre ferreuse, sans doute de la marcassite, de la poudre d'amadou, quelques branches sèches en guise de paille, un peu de viande cuite et de graisse animale. Le tout mis dans une poche en peau de renne ou de chèvre. J'espérais trouver de l'eau en chemin. J'avais les lèvres complètement craquelées. Celle d'Elisa saignait régulièrement. Nous sommes sortis timidement de la grotte. Elisa a posé ses lèvres asséchées sur la paroi extérieure de la roche. Elle était recouverte de rosée. J'ai fait de même, puis j'ai vu une petite stalactite qui fondait. Nous y avons bu tour à tour quelques gouttes. Il faudrait qu'on trouve un récipient pour servir de gourde, ai-je dit. Confectionner une outre serait trop long. On trouvera peut-être une rivière en chemin, a-t-elle dit. Et puis une fois en montagne, on pourra toujours manger de la neige. Même si je pense que c'est pas l'idéal. Ai-je dit. Toujours est-il qu'il faut rejoindre la montagne avant la nuit. Et trouver un abri dans une grotte. Ou sous un rocher. Allons-y, ne traînons pas. En chemin, j'essayais d'exposer mon plan à Elisa. Elle m'avait déjà vu ouvrir un passage dans le temps. Mais même si elle me faisait confiance, c'était pour moi une façon de me rassurer. De me rattacher à un plan. Et de ne pas trop penser à Henri, même si c'était peine perdue. De toute ma vie, jamais je n'étais entré dans une forêt aussi effrayante. Ces conifères étaient hauts et dépourvus de branches basses pour permettre une ascension. S'y réfugier était compliqué. Les arbres étaient espacés et la forêt manquait de densité pour pouvoir s'y cacher facilement. Parfois, d'énormes rochers pouvaient servir de cachette, de refuge pour la nuit, ou encore de promontoire pour scruter l'horizon. Mais le plus effrayant fut bien l'inconnu qui nous entourait et nous oppressait de toutes parts. Quelle bête sauvage allait croiser notre chemin. On marchait depuis 1 heure quand on a entendu des bruits pas rassurants. Ça venait de devant nous, probablement de derrière l'énorme rocher en forme de menhir. On s'est mis accroupi. « On dirait des grognements », a dit Elisa. « Ouais, faisons un large détour. » J'ai pris les devants et je me suis arrêté net. 2 hyènes nous observaient depuis un grand tronc d'arbre couché. 3 autres sont apparus. Elisa s'est remise debout avec un certain aplomb et elle a brandi sa lance dans leur direction. J'ai fait de même, mais elles ont avancé en ligne, d'abord hésitantes, puis avec plus d'assurance. Nous avons commencé à reculer sans toutefois leur tourner le dos. Elles ont avancé de plus belle, nous obligeant à aller vers le rocher. Et quand nous étions dos à la roche, contre la roche, j'ai entendu un bruit fort peu amical sur ma gauche. J'ai regardé du coin de l'œil, puis j'ai reculé un peu en voyant un loup tout croc dehors. Des babines pleines de sang frais. Je sentais Elisa se coller à moi. Nous étions dos contre dos. Un 2e loup est apparu au détour du rocher, mais il ne grognait plus sur nous, sinon sur les hyènes qui se trouvaient à 5 ou 6 mètres seulement. Lentement, je me suis baissé pour prendre la grosse pierre à mes pieds. J'ai fait un pas lent en avant pour ne pas effrayer les loups, puis j'ai jeté la pierre sur la hyène la plus proche. Je l'ai loupée. Elles se sont légèrement écartées, mais elles ont maintenu leur position. Alors Elisa m'a fait sursauter. Elle a poussé un cri de rage et jeté une autre pierre. La pierre a touché l'une des hyènes à la tête. L'animal a gémi, puis nous l'avons vu remuer la tête. Elle saignait et elle était étourdie. Les autres hyènes, sans doute affamées, n'ont pas rebroussé chemin pour autant. Mais les loups semblaient avoir compris que nos intérêts convergeaient. L'un d'eux, au pelage noir et à la taille impressionnante, s'est posté devant nous, suivi par 6 autres loups. Une supériorité numérique légère, mais suffisante. Les hyènes, par orgueil, ont redoublé leurs ricanements et leurs hurlements. Alors je me suis joint à la joute verbale et j'ai poussé des cris jusque-là inconnus, tout en faisant de grands gestes menaçants avec ma lance. L'adrénaline avait atteint son paroxysme et ma gorge s'enflammait sous l'effet de mes propres hurlements. Elisa, moi et les loups formions une ligne désormais, mais les hyènes ne reculaient pas vraiment. Elles gesticulaient, ricanaient, reculaient pour revenir. Alors j'ai eu l'image d'Henri Thénault en moi, la gorge déchiquetée par la hyène, et comme pris d'une rage intérieure, je me suis insurgé contre l'adversité et le sort qui nous avait jetés là. J'ai ôté ma main droite de l'épieu pour saisir la petite sagaie que je portais à la ceinture, faite avec des tendons d'animaux. Je me suis approché à 2 mètres à peine de la hyène la plus menaçante, et j'ai lancé la sagaie de toutes mes forces. Elle est venue se planter dans son crâne proéminent, juste entre les 2 yeux.
la tuant sur le coup. J'ai ressaisi mon épieu des 2 mains et j'ai regardé les autres hyènes, espérant avoir causé forte impression. Puis les loups ont avancé de plus belle et ils ont pris en chasse le reste du clan des hyènes. J'étais tout étourdi par l'adrénaline. « Partons !» a dit Elisa. Et sans réfléchir, j'ai retiré la sagaie plantée dans le crâne de la bête, puis nous nous sommes mis à courir. Ce n'est que plus tard que je repensais à la hyène que j'avais tuée. Sa viande nous aurait été fort utile. Mais sur l'instant, nous n'avions aucune envie déguerpir de cet enfer sauvage. Un peu plus loin, nous avons entendu le bruit d'une rivière. On s'y est lavé le visage à la va-vite, et on a bu jusqu'à n'en plus pouvoir. « Je sais pas comment on pourrait transporter l'eau, » a dit Elisa. On a regardé autour, mais aucun fruit creux ou coquille naturelle n'aurait pu servir de gourde. Je sentais bien combien nous étions démunis et vulnérables en ce bas monde. En regardant ma sagaie pleine de sang, ainsi que l'épieu, et tout ce que nous portions dans le sac en peau de bête, je repensais à la place qu'avait pris l'outil dans nos vies, à notre dépendance à l'outil. Un jour viendra où les hommes, j'en suis sûr, voudront incorporer ces outils à leur corps. Alors nous serons les super prédateurs que nous avons toujours espéré être, mais nous n'en serons pas moins des singes terrifiés, qui n'ont que leur intelligence pour survivre. « Est-ce que ça va ?» m'a dit Elisa. « Oui, continuons. » Nous avons remonté le cours d'eau. Il traversait la forêt puis une steppe ouverte. Au loin, je voyais une masse bouger. Et plus nous approchions, plus la masse prenait forme. Il y avait là des bisons musqués. Par prudence, nous sommes restés à une 20aine de mètres de la lisière. Comme je craignais le retour des hyènes, je regardais souvent vers la forêt. Je redoutais une embuscade. Passer par la steppe n'était pas beaucoup plus sûr. À vrai dire, on s'exposait. Mais nous espérions raccourcir la distance à parcourir et rejoindre la montagne avant la nuit. « Regarde !» a dit Elisa. J'ai détourné la tête de la forêt et j'ai vu un immense rhinocéros laineux à 30 ou 40 mètres. Il broutait paisiblement l'herbe que le dégel avait mis en évidence. Le climat était froid, mais pas assez pour recouvrir complètement la steppe de glace et de neige. Nous avons marché ainsi 1 heure, sans nous douter le moins du monde du danger qui rôdait en ces lieux. Et ce n'est pas la merveille qui se dressait devant nous qui allait nous mettre sur nos gardes. Là, au milieu des troupeaux de rennes, un mammouth. Un mammouth buvait sur l'une des berges. Ses défenses et son lourd manteau d'hiver ne laissaient aucun doute, c'était bien un mammouth. « Nous n'avons plus qu'un bout de viande séchée, » a dit Elisa après de longues minutes de contemplation. « Nous devons chasser quelque chose. » Je l'ai regardé avec étonnement et j'ai dit « Vous ne comptez tout de même pas chasser ça ?» Je pointais le mammouth au loin. Elle a relevé les yeux au ciel, puis a désigné le troupeau de rennes. J'ai réfléchi et j'ai dit « Le problème c'est que la sagaie porte pas assez loin. Mais bon, on peut toujours essayer. » Nous nous sommes donc dirigés lentement vers le troupeau. Il ne paraissait pas effrayé le moins du monde. De temps à autre, l'un d'eux relevait la tête pour scruter l'horizon. Sans propulseur, impossible d'envoyer la sagaie à plusieurs dizaines de mètres. Quant au lancer de javelot, eh bien je n'étais pas un athlète. Nous n'étions pas au JO. Nous n'étions malheureusement pas dans un jeu. Nous nous sommes approchés à une dizaine de mètres, juste assez pour lancer nos saguets et peut-être abattre l'un des rennes. J'ai pris mon arme lentement, mais l'un des rennes a relevé la tête et il s'est mis à raire. Son cri d'alerte fut suivi des beuglements des buffles et d'un barrissement au loin. « Cours vers la forêt !» ai-je dit à Elisa, restée légèrement en arrière. Le mouvement de panique gagna toute la steppe et tous les herbivores se sont mis à courir dans toutes les directions. Nous n'étions qu'à une 20aine de mètres de la forêt, mais les rennes et les bœufs entravaient notre course. Soudain, un rhinocéros laineux s'est mis à charger tout ce qui se trouvait devant lui. Puis des rennes m'ont empêché d'avancer. « Elisa !» je criai. « Elisa !» Elle était recroquevillée sur elle-même, mais indemne. Je l'ai aidée à se relever et nous avons fini par rejoindre la lisière à bout de souffle. Tapis derrière des buissons épineux, nous assistions à la débandade. « Là-bas !» a dit Elisa. J'ai scruté l'horizon et j'ai vu 4 lions courir après leur proie. Un grand bœuf musqué. 2 des lions avaient déjà planté leurs griffes et leurs crocs dans les pattes arrière. « Partons plus vite !» m'a dit Elisa avant de me tirer par le bras. Mais nous avons entendu un petit cri de désespoir, non loin de nous. Un petit renne gisait à terre. J'ai regardé Elisa, et sans rien dire, nous sommes allés près du pauvre animal. Sa patte était cassée. Sans doute avait-il été bousculé par le mouvement de panique. « Il est perdu », m'a dit Elisa. Elle avait raison. J'ai observé les grands yeux implorants du bébé renne, et j'ai abrégé ses souffrances, et les miennes par la même occasion.
J'ai planté mon silex aussi fort que j'ai pu dans son cou. À genoux, près du pauvre animal, j'étais soudain pris d'une léthargie, en partie à cause de la fatigue et du froid. Elisa s'est exécutée avec une grande dextérité pour découper un morceau de chair dans le flanc du petit renne. Même petit, il pesait trop lourd pour être transporté. Elle a mis la viande fraîche dans sa besace archaïque, puis m'a entraîné dans la forêt. La montagne était désormais inatteignable avant la tombée de la nuit. Après 2 heures de marche, nous avons trouvé un massif rocheux. Nous devrions monter là-haut pour la nuit, a dit Elisa. Il y a sans doute des grottes où dormir. Je l'ai suivi le long d'une pente recouverte de pierres et de mousse. Des marches de roches naturelles permettaient d'accéder assez facilement à un plateau. Nous sommes montés. Il était large d'une dizaine de mètres. En contrebas, il y avait la forêt. Et derrière nous, un mur de pierre qui s'élevait sur 30 ou 40 mètres. Le mur était incliné, ce qui pouvait servir de toit. Mais nous espérions trouver une vraie grotte, si possible une petite pièce rocheuse et une meilleure isolation thermique. On a longé le mur sur plusieurs kilomètres avant de tomber sur une cavité. L'entrée était grande, peut-être 15 mètres de large pour 6 de haut, mais elle rétrécissait rapidement pour s'enfoncer profondément dans la roche. Si profond qu'on ne voyait pas le fond. Le soleil commençait à tomber derrière la canopée. « Allons-y !» a dit Elisa. Mais on n'a pas fait 3 mètres qu'Elisa s'est arrêtée net. Il y avait quelque chose. J'ai plissé les yeux, mais l'obscurité était trop grande. Alors on a tendu l'oreille, et ce fut clair. Elisa commençait à reculer à pas feutrés. J'ai fait de même et nous avons laissé la grotte à ce qui devait être un ours des cavernes. On s'est éloigné au plus vite. Quelques kilomètres plus loin, le mur de pierre s'inclinait davantage. « On trouvera pas mieux », ai-je dit à Elisa, et j'étais épuisé. « Non, il faut trouver une grotte. Elisa, écoute. Elisa !» Elle voulait poursuivre nos recherches. « Elisa ! Il va faire nuit, faut qu'on allume un feu. On n'a pas le choix. » Elle a regardé le chemin de pierre qui continuait le long du mur, puis elle a regardé la forêt. On ne distinguait déjà plus le sol, seule une mince ligne pourpre éclairée au loin, ainsi que la montagne, auréolée d'un bleu magnétique, comme une aurore boréale. « On va dormir à flanc de rocher, d'accord ?» ai-je déclaré, comme pour expédier le débat. Elle a posé son sac contre le mur incliné, puis a ramassé des pierres çà et là. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je dit. « Je fais un igloo. Tu devrais plutôt m'aider à allumer le feu. »« Occupe-t'en. Moi, je fais un igloo pour la nuit. » Je l'ai laissé faire. Après tout, il y avait assez de pierres pour construire une niche. De mon côté, j'ai sorti mon kit de pyromane. J'ai pris des pierres que j'ai disposées en cercle. Et j'ai fait en sorte d'en prendre une bien plate qui servirait de pierrade. Au centre, j'ai fait un nid d'aiguilles de pin et de paille que j'avais pris soin de garder au sec. Le long du chemin, j'avais ramassé du petit bois et des branches de taille intermédiaire. J'avais attendu le dernier moment pour prendre 1 ou 2 bûches et ne pas me surcharger. Sur le lit de paille, j'ai ajouté quelques pommes de pin. À côté de ça, j'ai placé de l'amadou réduit en miettes sur une pierre plate. Puis j'ai commencé à frapper le silex contre la marcassite. Des étincelles chaudes se projetaient sur l'amadou. Je me suis pris à maintes reprises pour embraser le champignon et créer la braise. La nuit allait tout s'ensevelir d'une minute à l'autre. J'entendais Elisa amonceler des pierres derrière moi, à la va-vite. L'étincelle a prise, puis j'ai soufflé sur le feu naissant. J'ai ensuite posé l'amadou enflammé dans la paille, les flammes ont gagné le tout, et j'ai alimenté le feu en petits bois jusqu'à ce qu'il prenne totalement. Je n'ai pu réfréner un grand sourire, et je me suis retourné vers Elisa pour lui montrer fièrement le résultat. Mon sourire s'est vite effacé en voyant l'igloo qu'elle avait construit. Tout juste assez grand pour y dormir à 2, mais ma foi magnifiquement bien bâti. « Faites cuire la viande !» m'a-t-elle interrompu sèchement. J'ai obéi. Elle était fatiguée et elle avait toutes les raisons du monde de m'en vouloir. Après tout, n'oublions pas que j'étais la source de tous ses malheurs, mais aussi son unique salut. J'ai posé la viande du renne sur la pierre plate et incandescente. L'odeur de la cuisson est montée à mes narines, j'ai fermé les yeux et j'ai oublié un bref instant tous nos problèmes. « Vous la voulez comment, votre viande ?» Elle m'a regardé d'un air profondément blasé. Je veux dire, à point où vous la préférez saignante. J'ai senti tout le poids de son regard et je me suis tu pour de bon. On a mangé en silence, puis elle est allée se coucher. Je suis resté à regarder les flammes s'élever et venir lécher le rocher incliné. Il nous a fallu 2 jours de marche pour rejoindre le pied de la montagne. Nous avons longé le mur jusqu'à la cordillère.
Plus nous avancions, moins je notais la présence de la faune. Du moins, n'entendais-je pas de cris. Même les oiseaux ne volaient plus alentour. « Et maintenant, que fait-on » m'a dit Elisa au pied de la montagne. J'ai regardé l'imposant pic rocheux à la recherche d'un signe, quel qu'il soit. Des nuages bleutés et verts ondulaient le long des flancs. C'était fantastique. « Allons par là », ai-je dit sans avoir la moindre idée de notre destination. Je ne me fiais qu'à mon instinct. Quelque chose en moi me poussait vers un point. J'agissais comme le pôle aimanté d'une boussole. Nous avons marché 1 heure de plus. Nous ne montions pas vraiment. On faisait plutôt le tour. Et au détour d'une roche, je me suis arrêté. « Qu'est-ce qui se passe ?» a murmuré Elisa. « Des hommes. » Et je dis, « Il y a des hommes. » Elle a passé une tête pour voir à son tour. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?»« J'en sais rien. Essayons de passer par le haut. » On allait repartir quand on a vu un homme à 2 ou 3 mètres de nous. Il ne ressemblait pas aux premiers hommes que nous avions vus. Son crâne était plus haut et moins allongé. Il avait le visage peint, il portait un collier en os. Il a dit quelque chose, on n'a pas compris, mais il s'est fait comprendre avec sa lance. On est sorti de derrière les rochers et les autres nous ont vus. Il s'était attroupé autour d'un gouffre très large duquel émanait une lumière bleue intense. J'ai commencé à me sentir bizarre, mais je connaissais cette sensation. De toute évidence, ces hommes vénéraient la montagne. Nous les avions interrompus dans une sorte de rituel. Rituel macabre à vrai dire, car ils s'apprêtaient à jeter un enfant dans le cœur de la montagne. Lentement, nous nous sommes délestés de toutes nos affaires, ou presque, de nos lances et de nos saguets du moins. Elisa tenait mon bras fermement. Ils nous ont amenés jusqu'au bord du gouffre. L'un d'eux murmurait des incantations mystérieuses. L'enfant, juste à mes côtés, semblait accepter son sort. « Si vous pouviez ouvrir le portail maintenant, ce serait top !» m'a dit Elisa. Mais j'étais déjà dans un état second. J'ai pris la main de l'enfant, sur ma gauche, tandis qu'Elisa se cramponnait de plus belle à mon bras droit. Les bourdonnements se sont mus en tremblements, et j'ai visualisé mon parking. Comme si j'y étais, le portail s'est ouvert, et je les ai entraînés avec moi. On s'est réveillé au sol. J'avais un goût de sang dans la bouche. J'ai regardé autour de moi, tout était flou mais familier. C'était le parking 118. Ma vue s'est affinée et j'ai vu Elisa en train d'essayer de rassurer l'enfant, recroquevillé contre la portière d'une voiture. J'ai porté une main à mon nez et j'ai vu que je saignais. J'ai cherché des indices autour de moi. Les modèles de voitures semblaient indiquer que j'avais pas merdé cette fois. Mon soulagement fut tel que j'ai senti tous mes muscles se ramollir d'un coup. Je me suis étendu sur le dos et je suis resté là à regarder le ciel, à remercier le ciel. « Mon Dieu !» m'a dit une voix de vieille. « Vous êtes restés bien 30 minutes inconscients, vous autres. Ça fait des jours que la police vous cherche. » C'était ma voisine du dessus, Madame Duris. « Et qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ?» Ça serait trop long à expliquer, Madame Duris, ai-je dit avant d'aller voir l'enfant. « Il est terrorisé, » m'a dit Elisa. J'ai essayé de le rassurer en lui souriant. Sans trop savoir quoi faire, j'ai sorti le silex qui restait dans ma poche et je lui ai tendu. « Tiens, je te le donne. »« Mon Dieu !» a répété ma voisine. « Qui est cet enfant ? Et que lui arrive-t-il au visage ?»« Ce serait trop long à expliquer, » a dit à son tour Elisa. « Faudra bien expliquer ça à la police. Ils sont en route. » Et en effet, on a entendu des sirènes au loin. Madame Duris avait averti les autorités. Il a bien fallu qu'on dise la vérité à la police, aussi abracadabrante soit-elle. Nous étions suspects de la disparition d'Henri Thénault. L'inspecteur en charge du dossier a demandé une évaluation psychologique. Il nous croyait fous. Mais leurs examens, ainsi que les preuves que nous apportions, les empêchaient de recourir à cette hypothèse. L'enfant sauvage fut placé dans un centre social, mais je savais qu'il finirait dans un labo d'anthropologie. Je n'ai plus rien su de lui depuis. J'avais espéré lui donner une vie meilleure. Lui aussi était la preuve de notre voyage dans le temps. J'imaginais déjà les scientifiques essayer de résoudre ce casse-tête. Et que dire du silex ? Silex qu'ils envoyèrent au labo pour datation, tout comme les peaux de bêtes qui nous avaient servi d'habits, sans parler des mousses et des brindilles que nous emportions sur nous, prisonniers des poils de bêtes.
Bref, tout notre attirail était pour le moins perturbant. « Où avez-vous trouvé ça ?» m'avait dit l'inspecteur en désignant le silex enfermé dans une pochette plastifiée. Je vous l'ai dit, inspecteur. Mais vous ne me croyez pas. Ce silex est vieux de 35 000 ans. C'est la même datation que les objets funéraires trouvés à Chauvet. Comment ? La grotte de Chauvet, à 47 km d'ici. On est resté un moment sans parler, après quoi il a ouvert une pochette cartonnée. J'ai entre les mains les résultats d'un test ADN, a-t-il dit, effectué sur l'un des squelettes retrouvés dans la grotte Chauvet. Il a relevé les yeux, comme si j'allais deviner à qui appartenait l'ADN, ou lui révéler quelque chose. Monsieur, écoutez-moi bien. Et l'ADN correspond à celui d'Henri Thénault. Je suis resté de marbre. Et j'ai repensé à l'ignoble manière dont il était mort. On a retrouvé des traces de morsure au niveau de la mâchoire et du cou. De toute évidence, un homme n'aurait pu faire ça. J'ai expiré longuement et j'ai dit « Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus suspect ?»« Pas si vite, pas si vite. Je ne comprends pas. Vous avez relâché Lisa Necker. Pourquoi pas moi? Je vous ai tout dit. » Il est évident qu'Elisa Necker n'y est pour rien, a-t-il dit. Mais nous avons besoin de comprendre comment ce voyage temporel a été possible. Et si tel a été le cas, vous seriez tenu pour responsable de la mort d'Henri Thénault, vous comprenez? Il a continué à parler, mais je n'écoutais plus. J'étais sidéré, désemparé, au fond du gouffre. Je n'étais plus disposé à répondre de la mort d'Henri. J'avais accepté que je n'étais pas directement responsable, que je ne méritais peut-être pas le mitard. Une semaine plus tard, j'ai été mis dans une cellule d'isolement. Les murs étaient molletonnés. Il n'y avait aucune fenêtre, juste une banquette qui me servait de lit. Je portais un pyjama bleu. Je ne sais pas si c'est à cause des prises de sang ou des neurotests successifs, mais je me sentais un peu faible. Pourtant, quelque chose en moi avait changé, quelque chose qui s'apparentait à une vibration, paradoxalement à une force, celle de la montagne bleue. J'avais toujours pris pour acquis qu'un saut temporel n'était possible qu'en présence du parking 118, ou de son équivalent dans le temps, les toilettes d'un lycée de fin 44, la montagne au reflet bleu. Mais les bourdonnements étaient toujours là, latents, comme si mes sauts successifs dans le temps avaient imprimé mon corps. Je me suis mis debout et j'ai fermé les yeux en focalisant mon esprit sur cette vibration latente. J'ai senti les bourdonnements croître, d'abord lentement, puis de façon exponentielle. J'ai pensé à une destination et à une époque que j'avais toujours voulu visiter. Une lumière bleue intense a irradié la petite pièce. Le portail s'est ouvert et j'ai sauté dedans pour ne jamais revenir.